3 ans et demi après avoir lancé une blitzkrieg censée durer quelques jours en Ukraine, la Russie est dans une impasse. La stratégie du président russe Vladimir Poutine, après avoir probablement échoué une invasion censée facile, paraît désormais être une guerre d'usure basée sur les chiffres. La Russie aurait de bonnes chances de gagner, ayant débuté la guerre avec l'un des plus vastes arsenaux mondiaux de chars, véhicules blindés, artillerie et avions. Vladimir Poutine ne semble pas réaliser que la Russie perd rapidement son équipement, et certains analystes estiment qu'elle pourrait bientôt manquer de blindés et d'autres matériels essentiels. Bientôt, c'est-à-dire en 2026. Bien sûr, vous entendez sans cesse des prévisions sur le moment exact où la Russie devra écourter la guerre. Alors, discutons de la quantité de matériel militaire que la Russie a perdu, de ce qu'il lui reste, et de ce que cela pourrait signifier pour l'avenir de la guerre en Ukraine, mais aussi pour la géopolitique mondiale en général. Voici quelques chiffres précis fournis par Oryx, une base de données en ligne qui suit méticuleusement le matériel détruit et endommagé des deux camps du conflit. Selon leurs statistiques, la Russie a perdu plus de 22 600 unités de matériel militaire jusqu'en septembre 2025, soit environ le double des pertes de l'Ukraine. La comparaison est injuste, chacun répond pareil. Environ 13 000 pertes concernent des véhicules blindés, dont plus de 4 100 chars endommagés ou détruits en 42 mois. A noter, cela ne concerne que ce qui a été confirmé visuellement par images satellites, surveillance par drones ukrainiens et sources indépendantes. Les pertes réelles de la Russie sont probablement un peu plus élevées. Comme il est difficile de cacher un char endommagé ou détruit, certains analystes estiment que les preuves visuelles comptent pour 80 à 90% des pertes matérielles. Ces chiffres surprennent, surtout en connaissant le nombre initial de chars russes et les efforts déployés depuis pour l'augmenter. D'après le Military Balance 2022 de l'International Institute for Strategic Studies, la Russie avait environ 3300 chars T-72, T-80 et T-90 modernisés en service actif au début de la guerre. Cependant, l'International Institute for Strategic Studies avait également suggéré que la Russie pourrait avoir entre 5000 et 17 500 chars en réserve, principalement originaires de l'Union soviétique, dans divers états de délabrement, au début de la guerre. Dès mai 2022, des rapports et des renseignements militaires ukrainiens montraient que la Russie sortait d'anciens chars de ses réserves. Des images de T-62 apparaissaient sur le front, alors que des rapports indiquaient que la Russie avait déjà perdu 1000 chars. Il serait plus exact de parler d'exagération, vu l'ampleur des pertes ultérieures. Les calculs sont compliqués car la Russie n'a jamais cessé de produire ou moderniser ses équipements. Selon certaines estimations, la Russie peut produire environ 250 chars contemporains par an, c'est-à-dire des T-72 modernisés ou plus récents. Étant donné que la guerre a duré 42 mois, cela ajouterait environ 800 chars supplémentaires au stock de chars plus modernes que la Russie avait à sa disposition pour les perdre. Selon Oryx, environ 3100 chars russes, perdus confirmés, sont des T-72, T-80 et T-90, avec environ 500 autres chars non identifiés. On ignore combien de ces chars la Russie possédait avant la guerre. L'Ukraine riposte probablement avec environ 1500 chars modernes, les autres étant de vieux modèles utilisés comme chair à canon. En plus des rapports sur les T-62, en 2022, la Russie avait dû déployer des T-34 en novembre 2024. Le T-34 a été employé pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 2 ans et demi après le début du conflit. Cela devrait indiquer à quel point la situation est grave. Vous devez sortir un char, qui est littéralement une pièce de musée des réserves, le réparer, puis l'envoyer dans un pays qui utilise un matériel similaire pour se défendre. Ensuite, il y a un autre fait simple dont la Russie semble avoir besoin qu'on lui rappelle de temps en temps. Le matériel qu'elle utilise actuellement est probablement le meilleur qu'elle pourra obtenir. Ceci est indiqué par le déclin lent, mais constant de la production et de la restauration, selon des chercheurs de 2 grandes plateformes d'analyse militaire. Les images satellites des sites de stockage et réparation le suggèrent. La Russie a réduit sa capacité à rénover des chars, passant de plus de 120 par mois, au début de 2022, à seulement 35 à la mi-2025. Avec plus de 5000 chars en stock, les premières sorties étaient en meilleur état et demandaient qu'au moins de réparations. Au fur et à mesure des pertes de chars russes et de l'incapacité de la production nationale à suivre, des chars plus anciens et abîmés ont été déployés, nécessitant davantage de travail. Cela a ensuite été aggravé par le fait que la Russie devait dépenser de plus en plus d'argent pour obtenir les matériaux nécessaires aux réparations.
À mesure que les tactiques anti-chars ukrainiennes s'intensifiaient, la Russie ne parvenait plus à récupérer de chars anciens sur le front pour les réparer. Le taux d'attrition des chars augmente aussi paradoxalement lorsqu'il y en a moins. Selon l'état-major général ukrainien, la Russie a perdu 1000 véhicules blindés par mois au cours du premier semestre 2024, mais plus de 3000 par mois sur l'ensemble de l'année à la fin de celle-ci. La hausse du taux d'attrition s'explique par de nouvelles tactiques de drones visant à détruire totalement les chars, plutôt que de simplement les endommager. Aussi, les véhicules blindés exercent moins de pression sur l'Ukraine. Si les équipes de drones ukrainiennes ont plus de liberté pour s'approcher de la ligne de front, elles peuvent rechercher et détruire davantage de chars. C'est comme une vaccination. Plus il y a de blindés et de soutien d'infanterie, moins les attaques de drones sont efficaces, grâce à la multiplication des défenses et de la surveillance. Au fur et à mesure que les chars sont détruits, les autres deviennent des cibles faciles, permettant à l'Ukraine d'adopter des tactiques plus audacieuses pour les neutraliser. L'International Institute for Strategic Studies a livré une évaluation dévastatrice. Si la Russie garde le même rythme et subit les pertes de 2024, elle manquera de chars principaux pour des opérations offensives après début 2026. On observe déjà cela sur tout le front. La Russie adapte ses tactiques et utilise moins de véhicules blindés. En 2023, la Russie aurait recouru à des attaques en vagues humaines, avec peu ou pas de soutien blindé. La plupart de ces attaques se sont révélées extrêmement infructueuses et ont pratiquement décimé les unités russes impliquées. La Russie utilise désormais des motos, scooters, sidecars de la Seconde Guerre mondiale et mobylettes pour amener ses soldats au front, marquant un recul technologique par rapport aux chars. Même si cela peut sembler drôle vu de loin. Ce retour soudain à des stratégies utilisant des véhicules pratiquement sans protection ni réelle mobilité signifie que la Russie s'enfonce davantage dans l'abîme en perdant inutilement des soldats, sujet abordé plus tard dans la vidéo. Pour comprendre la dégradation des chars russes, il faut aussi savoir pourquoi leurs meilleurs modèles ne sont pas aussi efficaces que prévu. Prenez les chars modernes T-80 et T-90 comme exemple. En apparence, ces chars offrent des capacités similaires aux principaux chars occidentaux, avec un blindage renforcé et réactif contre les munitions explosives. En creusant, on réalise que la Russie a surtout menti pour se placer en tête des meilleures armées. Le blindage réactif supposé dont sont équipés les chars pourrait ne pas être aussi efficace qu'il n'y paraît, étant donné que certains chars ont été découverts avec des briques d'argile ou des conteneurs vides à la place, au lieu des panneaux de l'ère relict, considérés comme les meilleurs de leur catégorie. Le char, autrefois considéré comme une forteresse mobile quasi invincible, semble aujourd'hui victime de la corruption et de la propagande russe. Les chars russes sont également étonnamment vulnérables au type de guerre que l'Ukraine exploite, où les frappes viennent d'en haut plutôt que de face. Vous voyez, les chars russes sont conçus avec un système de chargement automatique intégré dans la tourelle qui abrite les munitions de rechange à proximité. Ainsi, le système peut aller la chercher et la recharger plus rapidement qu'un humain ne le pourrait. Cependant, ce compartiment de munitions est protégé par un blindage bien plus mince que l'avant du char. Dans un combat traditionnel, cela pourrait avoir moins d'importance lorsque les balles et les obus volent en courbe parabolique simple directement vers le véhicule. Mais les drones contournent le blindage et ciblent précisément les optiques, le moteur ou le stockage des munitions. Cela signifie qu'un seul drone pourrait, en théorie, détruire un char entier, surtout lorsqu'il n'est pas protégé contre les projectiles entrants, comme ses spécifications le laisseraient supposer au départ. La Russie a aussi misé sur le T-14 Armata, un char présenté comme révolutionnaire, mais jamais utilisé au combat. En 2015, lors du défilé du premier T-14 Armata à Moscou, le Kremlin a fait des déclarations audacieuses. La Russie devait produire des centaines de ces chars chaque année, avec une commande initiale de plus de 2300 unités entre 2015 et 2020. Quelques années plus tard, les objectifs semblent réduits à 20 unités de test. La Russie proclamait fièrement que son stock actuel de T-90 suffisait à dissuader les menaces venant de l'Allemagne, de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, qui utilisent tous différents modèles de chars occidentaux issus d'une époque similaire. Après 3 ans et demi de guerre, aucune trace, même de véhicules de test, n'apparaît près de l'Ukraine. En avril 2023, des rapports indiquaient que la Russie déployait enfin son char le plus moderne près du front. Des rapports ultérieurs précisent que le char modifié avec protection anti-drone servira uniquement à tester l'armement et fournir un soutien de feu limité. Pour les campagnes existantes, en septembre de cette année-là, tous les rapports indiquaient que la Russie avait retiré tous les armatas d'Ukraine. Même sans raison officielle, les coupables sont probablement évidents. La production du char est limitée à 20 unités sans certitude sur le nombre réellement équipé pour le déploiement. De plus,
Les technologies et armements avancés du char étaient sans doute trop chers à entretenir durablement. D'autant que la Russie peinait déjà à réparer ses anciens chars conçus pour être faciles à utiliser et réparés depuis l'ère soviétique. Les chars se sont finalement avérés inutiles à grande échelle durant la guerre, car conçus pour des combats classiques de véhicules. Il manquait de protection et de contre-mesures électroniques contre les drones, apparus bien après la conception initiale du char. Si les chars montrent l'épuisement russe, l'artillerie le rend plus humiliant encore. Selon un rapport de Reuters, la Corée du Nord fournit jusqu'à 100% des obus d'artillerie, utilisés par plusieurs unités d'artillerie russes en Ukraine. Laissez bien cela vous imprégner. La supposée deuxième armée la plus puissante du monde compte au moins 6 unités entièrement dépendantes des munitions provenant de l'un des pays les plus isolés et les plus pauvres de la planète. Le rapport indique que la Corée du Nord a envoyé à la Russie des conteneurs contenant 4 à 6 millions d'obus d'artillerie en un an et demi. En comparaison, la Russie produirait près de 3 millions de munitions d'artillerie par an, soit plus que toute l'OTAN réunie. Et pourtant, voilà, les forces russes quotidiennes utilisent environ 10 000 obus par jour contre 2 000 pour l'Ukraine. C'est environ 365 millions de plus par an que la production nationale. Le rapport du Reus indique que les objectifs de production 2024 n'ont pas été atteints. La Russie ne produisant que 23 millions d'obus d'artillerie. La première année de guerre a vu l'utilisation d'environ 11 millions d'obus épuisant probablement les stocks. Ne pas atteindre un objectif de production de 25% pourrait être fatal, alors que l'artillerie était considérée comme la seule chose dans laquelle la Russie avait un avantage certain, lorsque la guerre a commencé à s'essouffler et à atteindre la phase d'usure. L'artillerie, capable de tirer hors de portée des drones et de frapper des infrastructures vitales, permettait à la Russie de repousser l'armée ukrainienne de ses points d'observation. Au final, cela ne s'est pas produit, et la Russie a dû compter sur la Corée du Nord pour importer artillerie et personnel. Mais c'est là que ça devient pathétique. La moitié des obus nord-coréens ne fonctionnent même pas. Les services de renseignement ukrainiens rapportent que ces munitions ont en réalité été fabriquées dans les années 1970 et 1980, et qu'elles n'ont probablement été que partiellement inspectées avant d'être expédiées des vieux stocks vers la Russie. La Russie doit ensuite effectuer des inspections supplémentaires pour s'assurer que les obus d'artillerie fonctionnent. Le complexe militaro-industriel, déjà au bord de la rupture, n'en est pas capable. La Corée du Nord semble avoir adopté la même approche avec la Russie que l'Europe avec l'Ukraine, se débarrasser du vieux matériel auprès d'un allié et espérer que cela fonctionne. Cependant, l'assurance qualité en Corée du Nord diffère nettement de celle de l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, le Danemark ou tout autre pays de l'OTAN. Ces pays ont passé des années et dépensé des millions de dollars à entretenir du matériel qui a finalement été donné à l'Ukraine. La Russie a choisi de répondre à cette crise de qualité avec la solution la plus russe possible, jeter encore plus de munitions médiocres sur le problème et espérer que la quantité compense l'absence totale de contrôle qualité. Des documents publics montrent que Moscou accélère la construction d'une nouvelle usine de trinitrotoluène et exogène en Sibérie. Les stocks sont assez bas pour susciter des inquiétudes. Par ailleurs, le fait que l'usine se trouve à environ 2900 km à l'est de Moscou en dit long sur la confiance que la Russie accorde à ses défenses, ce qui n'est pas très élevé. L'industrie aéronautique russe fait également face à ce qu'on ne peut qualifier que d'effondrement total. Quelques mois après le début de l'invasion, le gouvernement a indiqué qu'il pourrait acquérir plus de 1000 nouveaux avions civils pour les compagnies aériennes d'ici 2030. Mais après 3 ans de guerre, les usines n'en ont produit que 5. La situation était devenue tellement grave qu'en 2025, le gouvernement a réduit les objectifs de production d'avions à une infime partie de la promesse initiale et a diminué les dépenses consacrées à la production aéronautique. En raison de retards et de problèmes de fabrication, la situation de l'aviation militaire est très préoccupante. RAND a indiqué en 2024 que la force aérienne russe opérait probablement à moins de 75% de sa capacité d'avant-guerre. La force aérienne russe réalisait plus de 150 sorties quotidiennes poussant ses avions les plus anciens à leurs limites opérationnelles. Selon RAND, la Russie aurait perdu 60 avions à cause d'une surutilisation et d'un entretien insuffisant. Cependant, le complexe militaire n'achète qu'environ 25 avions par an, dont 20 chasseurs désormais principaux lanceurs de bombes planantes, au lieu de garantir la supériorité aérienne attendue. La crise de l'aviation civile complique la situation militaire et aggrave les pertes. Bien que distinctes, les deux industries partagent pièces détachées, maintenance et technologie. La Russie, sous sanctions occidentales depuis plus de 3 ans maintenant,
a considérablement réduit son accès aux pièces nécessaires pour les deux types d'appareils. De plus, le manque de capacité d'ingénierie, aggravé par le fait que les personnes qui pourraient travailler dans l'industrie meurent soit à la guerre, soit fuient massivement le pays, signifie que la Russie travaille déjà d'arrache-pied pour remplacer les avions occidentaux par des appareils produits localement. L'Ukraine a aussi réduit la capacité de la Russie à déployer ses avions en frappant des aéroports et bases aériennes proches de la frontière. Cela allonge la durée de chaque mission russe. Cela force la Russie à puiser dans ses défenses aériennes, qui s'épuisent. Les S-300 et, plus rarement, les S-400 sont l'élite des défenses anti-aériennes russes. Conçus pour détecter et intercepter les avions de l'OTAN depuis les années 1970, ces deux systèmes commencent à montrer leur âge. Bien qu'ils soient considérés comme essentiels à la défense russe, plusieurs lanceurs et radars S-300 et S-400 ont été détruits par l'Ukraine depuis le début de la guerre. Oryx recense plus de 30 pièces confirmées visuellement, et un total de plus de 340 systèmes de missiles solaires détruits depuis le début de la guerre. Parallèlement, les S-300 exportés se sont montrés incapables de contrer des menaces occidentales avancées. Israël aurait neutralisé sans difficulté les 4 systèmes que la Russie a vendus à l'Iran. La Russie avait également décidé de modifier certaines de ses premières stratégies, avec des résultats mitigés. Début 2024, des missiles S-300 ont été modifiés pour l'attaque au sol. La Russie a discrètement remplacé ses missiles de croisière guidés par des missiles solaires S-300 soviétiques pour viser des cibles au sol. Ce changement nécessite une refonte importante des missiles eux-mêmes, qui utilisent le suivi Global Positioning System plutôt que les signatures thermiques pour le ciblage aérien. Les missiles doivent aussi avoir diverses ogives, comme à fragmentation ou perforante, plus efficaces contre des cibles terrestres telles qu'abris et bases. Ce changement soudain indique l'un des deux scénarios suivants. La Russie pensait naïvement avoir assez de systèmes de défense aérienne pour en utiliser certains offensivement. Deuxièmement, et c'est plus probable, sa production nationale de missiles d'attaque au sol a atteint un plateau et devait être complétée. Quoi qu'il en soit, la précision des S-300 réinventés a été remise en question, car le système n'a tout simplement pas été conçu à cet effet. En réalité, la Russie commençait lentement mais sûrement à manquer de systèmes de défense aérienne. Elle a dû retirer des systèmes jusqu'à Kaliningrad pour renforcer des bases plus proches. Au-delà du manque d'équipement, la Russie affronte aussi une grave crise de ressources humaines, potentiellement encore plus paralysante. La Russie avait prévu de créer 15 nouvelles écoles de formation militaire pour pallier une pénurie critique d'officiers, mais seulement 2 d'entre elles ont réellement été confirmées comme étant en cours de réalisation. Dans le même temps, l'armée a perdu plus d'1 million de soldats depuis le début de la guerre, faisant du conflit en Ukraine l'un des plus meurtriers du XXIe siècle. Avec le temps, cette perte de vies humaines a entraîné une pénurie de main-d'œuvre dans le reste du pays, ce qui a un double impact sur le complexe militaro-industriel. Les autorités russes ont signalé une pénurie de 160 000 à 40 000 ouvriers et ingénieurs, estimant qu'au moins 85 000 ingénieurs sont nécessaires pour maintenir la production actuelle. La structure démographique des travailleurs de l'industrie est la plus révélatrice. En 2021, l'âge médian des employés de la production militaire était de 45 ans seuls, 16% ayant moins de 29 ans. Cette main-d'œuvre vieillissante, combinée à des pertes massives, crée un cercle vicieux. La Russie a besoin de plus d'équipements pour remplacer les pertes sur le champ de bataille, mais elle manque d'ouvriers qualifiés pour augmenter la production, tout en perdant en même temps le personnel qui pourrait soit former, soit devenir de nouveaux travailleurs. Toutes ces pénuries militaires découlent d'une réalité économique fondamentale. La Russie ne peut tout simplement pas se permettre de soutenir cette guerre beaucoup plus longtemps. Les revenus pétroliers et gaziers, principales ressources russes, ont chuté de 35% en mai 2025, tandis que la défense absorbe 40% du budget fédéral, créant une situation intenable. La Russie doit augmenter ses dépenses militaires pour remplacer ses pertes, mais ses principales sources de revenus diminuent en raison des sanctions et des évolutions du marché mondial. Le Kremlin a déjà prévu de réduire les dépenses dès 2026, reconnaissant que la Russie ne peut maintenir le rythme actuel. Ce que nous observons n'est pas simplement une pénurie d'équipement ou des contraintes budgétaires. Depuis 2022, la Russie tourne à plein régime après avoir échoué à contrôler l'Ukraine rapidement. Elle a toujours sous-estimé le potentiel défensif de l'Ukraine, et le niveau de dons que l'Occident accorderait dès qu'il apprendrait la guerre, assez longtemps pour installer une phase d'usure. Du point de vue de l'Occident, les dons signifient qu'il peut transférer à l'Ukraine du matériel qu'il comptait déjà démonter. Ce matériel paralyserait le potentiel industriel russe et tout nouveau développement des complexes militaires occidentaux.
accéder à un terrain d'essai réel sur la ligne de front ukrainienne, ce qui accélère la recherche. C'est économiquement gagnant-gagnant pour l'OTAN. À moins qu'un changement attendu ne se produise, les hostilités pourraient progressivement s'estomper d'ici la fin 2025 ou le début 2026, en raison de pénuries de chars, de véhicules blindés et d'artillerie. La Russie peine à afficher des avancées majeures pour préserver son image de puissance, risquant de perdre ses rares alliés d'ici la fin de l'année. Cela confronte Poutine à des choix difficiles. Il peut soit réduire fortement les opérations pour préserver le matériel, soit maintenir l'intensité et risquer l'épuisement total de l'équipement d'ici 2026. La Russie pourrait aussi entamer les discussions de paix sans subterfuge, ce qui réduirait son pouvoir interne, au point qu'elle pourrait être évincée par le système même qu'elle a construit. Merci d'avoir regardé. Pour comprendre comment l'Ukraine a réussi à détruire systématiquement les capacités militaires de la Russie, consultez notre analyse des tactiques innovantes de guerre par drone de l'Ukraine. Pour suivre l'actualité de la guerre moderne et les analyses militaires, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.